Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature scientifique. Et pas n'importe lequel. Non, le cerveau de Broca de Carl Sagan. Le sous-titre Réflexion sur le roman de la science, je trouve que ça dit tout. Ah oui, c'est très bien trouvé. Ce n'est pas un manuel, c'est une invitation au voyage. C'est ça. Et la table des matières est vertigineuse. On passe du cerveau humain à l'exploration des planètes, l'histoire des sciences, la recherche d'une vie extraterrestre et son grand combat, Exactement, la science contre la pseudoscience. exactement. Donc notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire quelques-unes des idées les plus surprenantes de cette collection. Absolument. Et il faut bien saisir l'intention de Sagan. Son but, c'est pas de nous noyer sous des faits, il veut nous armer en quelque sorte. Nous donner des outils, méthodes. Et pour illustrer cette méthode, il commence très fort. L'histoire qu'il donne son titre au livre, sa visite au Musée de l'Homme à Paris. Et là, l'ambiance qu'il décrit est waouh. Il faut imaginer une pièce, des étagères du sol au plafond remplies de bocaux. Et dans ces bocaux, Des centaines de cerveaux humains qui flottent dans le formol. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des fœtus, des têtes réduites d'Amazonie et même des têtes humaines. Conservées. C'est ça. Et les détails qu'il donne sont saisissants. Il s'arrête sur la tête d'un homme de Nouvelle-Calédonie, avec sa moustache rousse encore visible. Oh là là. Ou pire, celle d'une petite fille, avec ses boucles d'oreilles en corail rose encore là. C'est une image qui prend aux tripes. On se demande qui a bien pu créer une collection pareille. Et cette personne, c'est Paul Broca. Exactement. Et Sagan fait bien intention de ne pas en faire un monstre. Broca, c'était un pionnier du 19e siècle. Un des pères de la neurochirurgie moderne. Un libre penseur, il dit. Oui, il défendait Darwin, ce qui n'était pas rien à l'époque. L'Église l'accusait de corrompre la jeunesse. C'était un esprit éclairé. Et là, on arrive au moment clé du récit. Sagan est dans cette pièce et on lui tend un bocal. Il l'ouvre et il en sort le véritable cerveau de Paul Broca. C'est une scène incroyable. Il tenait le vrai cerveau de Broca. Pour un scientifique comme lui, ça devait être un moment presque mystique, non ? Absolument. Parce que ce cerveau, c'est la preuve physique que nos pensées, notre langage, tout ça, c'est ancré dans la matière. C'est la grande découverte de Broca, en fait. C'est ça, il a été le premier à le démontrer, il a étudié des patients qui avaient perdu la parole, et après leur mort, il a découvert qu'ils avaient tous une lésion au même endroit. Dans une petite région du cerveau. Oui, dans le lobe frontal gauche. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse aire de Broca. La fameuse aire de Broca. C'était révolutionnaire, c'était la première fois qu'on localisait une fonction mentale supérieure dans le cerveau. Mais Sagan, et c'est là que ça devient passionnant, il ne s'arrête pas à l'hommage. Non. Il montre que ce même Broca, ce grand humaniste, était aussi pétri des préjugés de son temps. Oui, il était convaincu que la taille du cerveau était liée à l'intelligence, et il a passé sa vie à essayer de prouver que les hommes étaient plus intelligents que les femmes, par exemple. Avec des méthodes complètement biaisées, complètement. Il cherchait juste à confirmer ce que Sagan appelle les préjugés endémiques et respectables de son époque. Et c'est là qu'il nous tend un miroir. Oui, avec cette réflexion qui est, je trouve, vertigineuse, il dit en substance « Quelles sont les vérités de notre époque qui sembleront être des préjugés impardonnables pour la suivante ?» Et ça force à l'humilité. On se demande quelles sont nos certitudes actuelles qui feront sourire dans un siècle. Exactement. Et cette idée de connaissance, de ses limites, Sagan l'étend ensuite à l'univers tout entier. Oui, il pose une question immense. Peut-on vraiment connaître l'univers ? Et pour y répondre, il n'utilise pas une équation, mais une analogie géniale. Le grain de sel. Le grain de sel. Il dit « Prenez 1 microgramme de sel, une poussière. Dedans, il y a 10 millions de milliards d'atomes. D'accord ? Pour connaître ce grain, il faudrait connaître la position de chaque atome. C'est une quantité d'informations qui dépasse de très très loin la capacité de notre cerveau. Donc à ce niveau, l'univers semble inconnaissable. C'est le chaos, c'est inaccessible. Sauf que, Sauf qu'il y a un retournement de situation. voilà, le sel est un cristal. Sa structure n'est pas aléatoire, elle est incroyablement ordonnée. C'est une grille parfaite. Exactement, un réseau cubique. Du coup, on n'a pas besoin de connaître la position de chaque atome. Il suffit de connaître la règle d'assemblage, la loi, et on peut tout déduire. Le grain de sel redevient connaissable. Et l'univers, c'est pareil. Si on peut le connaître, c'est parce qu'il obéit à des lois, à des règles. La science, c'est donc la recherche de ces règles. C'est la recherche de la structure cristalline cachée du cosmos. J'adore la conclusion de Sagan là-dessus. Il dit « J'aime un univers qui inclut beaucoup d'inconnus et en même temps beaucoup de connaissables. Un univers où tout serait connu serait ennuyeux.
Un univers totalement inconnaissable serait angoissant. L'univers idéal pour nous ressemble beaucoup à celui que nous habitons. C'est une très belle pensée. Ça l'est. Et ça nous amène directement à son autre grand sujet. Comment faire la différence entre une vraie loi et une illusion? Ah, son cheval de bataille, la science contre la pseudoscience. Pour lui, le scepticisme est le seul outil fiable. Et pour nous le montrer, il raconte des histoires, mais savoureuses. Des histoires de charlatans à travers les âges. Celle d'Alexandre d'Abodotissus est ma préférée. Un escroc du IIe siècle en Grèce. Ah oui, Il a monté toute une religion autour. D'un serpent parlant. un serpent parlant. Ouais, Sérieusement. ouais. Il prétendait que le dieu Glycon s'incarnait dans ce serpent et donnait des prophéties. Mais comment c'est possible? L'arnaque était géniale. Il avait un grand serpent très docile. Il a fabriqué une tête de marionnette en lin avec une mâchoire articulée. Non. Si, il l'a mis sur la tête du serpent, il opérait dans le noir et il parlait à travers un tube acoustique. Et les gens y croyaient. C'est incroyable. Et il y a aussi les sœurs Fox au XIXe siècle, les inventrices du spiritisme moderne. Oui, elle communiquait avec les esprits qui répondaient par des coups. Des décennies plus tard, l'une d'elles a avoué. Et alors? Les coups de l'au-delà, c'était juste elle qui faisait craquer les articulations de leurs orteils. C'est tout. C'est tout. Une astuce toute bête qui a trompé des milliers de gens. Mais l'histoire de Hans le Malin, le cheval qui compte, est encore plus troublante, je trouve. Ah oui, parce que là, ce n'est pas une fraude consciente. C'est de l'auto-illusion. Expliquez-nous. Ce cheval pouvait, en apparence, faire des additions. Il tapait le bon nombre de coups de sabot. En fait, il ne comprenait rien aux maths. Mais c'était un observateur phénoménal. Il lisait les gens. Il lisait les signaux inconscients de son maître. Un micro-relâchement des muscles, un hochement de tête imperceptible quand le bon nombre était atteint, et il s'arrêtait. Les gens se trahissaient eux-mêmes. Le point commun de tout ça, c'est que Sagan ne se moque pas. Il montre juste qu'on est tous vulnérables. Soit à la fraude, soit à l'auto-illusion, qui est encore plus fréquente. On a envie de croire à l'extraordinaire. Et il applique cette même rigueur aux ovnis. Exactement. Il ne dit jamais ça n'existe pas. Il dit juste « montrez-moi les preuves ». Des preuves physiques, pas des témoignages. C'est ça, le principe de base. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et après avoir débusqué les illusions ici-bas, il nous emmène vers un domaine où la découverte est, elle, bien réelle, l'exploration planétaire. Un âge d'or de l'exploration, comme il l'appelle. Oui, et pour lui, cette exploration a une vertu qu'il nomme la déprovincialisation. J'aime beaucoup ce mot. C'est une super idée. Chaque image d'un autre monde nous rappelle qu'on est l'équipage d'un seul et même vaisseau, la Terre. Et les découvertes de cet âge d'or sont autant de leçons, en fait. Preuve est Mars. Les sondes ont révélé des lits de rivières asséchés. Ça prouve que de l'eau liquide a coulé là-bas. Donc Mars a été plus chaude, plus humide. Oui. C'est un avertissement sur la fragilité d'un climat. Et à l'inverse, il y a Vénus. L'enfer. L'enfer, oui. Plus de 450 degrés à la surface. Les sondes soviétiques ont confirmé ce que Sagan avait prédit. Un effet de serre emballé, hors de contrôle. Une autre leçon? Une autre leçon, oui. Et puis il y a les mondes encore plus étranges, comme Titan. La lune de Saturne. Une lune plus grande que la planète Mercure, avec une atmosphère épaisse orange. Et des lacs, des rivières? Mais pas d'eau. Non, du méthane liquide. C'est un laboratoire de chimie à l'échelle d'une planète. Et pour explorer tout ça, Sagan était un grand partisan des robots. Oui, il imaginait des sondes de plus en plus intelligentes, autonomes, pour aller là où l'humain ne pourra peut-être jamais aller. Et au milieu de toutes ces techniques, il y a une touche très poétique qu'il souligne, la nomenclature. La façon dont on nomme ces nouveaux paysages, oui. Sur Mars, on trouve un cratère H.G. Wells, sur Mercure, des cratères Bach, Mozart, Tolstoï. C'est une façon de dire que cette aventure n'est pas que scientifique. C'est une aventure culturelle qui appartient à tout le monde. En refermant le livre, on a vraiment l'impression d'avoir fait un voyage. C'est une célébration du roman de la science. Oui, on part d'un seul cerveau pour arriver aux confins du cosmos. C'est un plaidoyer pour la curiosité, le doute et la joie de la découverte. Le message central, je pense, c'est que la science n'est pas un corpus de faits. C'est une méthode pour penser. Et il insiste sur l'importance d'une culture scientifique pour tous. Ah, pas pour devenir scientifique, non, mais pour que chaque citoyen puisse comprendre les enjeux de notre temps, le climat, la technologie, pour qu'on puisse collectivement faire la part des choses. Et on termine, comme toujours, avec une dernière pensée. Une réflexion de Sagan qui est particulièrement troublante. Ah oui, l'analogie entre la cosmologie et la naissance. C'est ça. Il remarque que nos grands modèles de l'univers,
le Big Bang, l'univers oscillant, ressemblent étrangement aux étapes de notre propre naissance. C'est vrai. Le Big Bang, c'est un peu le traumatisme de l'accouchement. L'univers en état stationnaire, éternel, ça évoque la vie dans l'utérus. C'est une analogie, comme il le dit, presque embarrassante. La question qu'il pose alors est vertigineuse. Est-ce qu'on est condamné à projeter nos propres origines sur le cosmos? Notre imagination est-elle limitée par notre biologie? Ou bien, et c'est tout l'espoir de Sagan, est-ce que notre esprit, armé de la science, peut un jour s'affranchir de ses propres métaphores? Peut-il saisir une réalité qui dépasse notre expérience? C'est une question fondamentale sur les limites de la connaissance. Et c'est là-dessus qu'il nous laisse méditer.